Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Je m'appelle Aurélie, je suis maman, compagne, fille, sœur, amie et jusqu'à très récemment, j'avais également cette terrible étiquette d'insomniaque. Mais ça c'était avant de tourner la page. Chaque semaine, je vous partage mon expérience de l'insomnie, des paroles d'experts, des lectures inspirantes, des réflexions, des conseils et des pistes à explorer pour sortir de l'insomnie de façon naturelle et ainsi profiter pleinement de votre vie. Alors aujourd'hui, comme convenu, je réponds à vos questions. Merci infiniment à tous ceux qui m'en ont envoyé ou à tous ceux qui m'ont mis juste qui m'ont juste fait un petit feedback en fait, qui m'ont mis un petit commentaire ou qui m'ont écrit par mail juste pour me dire ça me plaît ou ça c'est chouette ou merci. Voilà, bref, ça fait toujours très très plaisir de voir vos retours. Moi j'adore quand j'ouvre ma boîte mail et que je vois que vous m'avez partagé quelque chose. Vraiment c'est un vrai plaisir pour moi. Vous illuminez ma journée, donc c'est super. Alors on va prendre un petit moment ensemble pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc on va parler de paralysie du sommeil, d'alimentation, d'horaires aussi pour le sommeil, de livres sur le sommeil, d'écran, enfin de lumière plutôt. On va parler des ondes aussi. On va évoquer également les plantes et vs les médicaments en quelque sorte. Et puis on va évoquer aussi l'angoisse de la rechute dans l'insomnie, en tout cas dans la sortie de l'insomnie. Bref, on va essayer de balayer toutes les thématiques que vous avez évoquées sur les 3 derniers jours, mais aussi sur les semaines passées pour les personnes à qui je n'ai pas pu répondre dans l'immédiat. Alors c'est parti, première question de Mathieu qui me dit « Faut-il manger de la viande ou pas le soir ?» Vous dites de ne pas manger de viande rouge, mais vous dites de manger de la viande. Alors oui, effectivement Mathieu, la problématique en fait elle est double par rapport à l'alimentation du soir, et en l'occurrence je veux dire pour la viande. Pourquoi ? Parce que la viande rouge, en l'occurrence, visiblement il a été montré que la viande rouge était plutôt excitante et était plutôt difficile à digérer. Disons qu'elle pouvait facilement fermenter dans le système digestif et en plus de ça, elle va avoir une action qui est plus proche comme les boissons excitantes. Donc, en consommer le soir, selon moi, et d'après mes lectures, ce n'est pas la meilleure des idées possibles. Bien sûr, si c'est un tout petit bout de viande une fois dans le mois, je pense pas que ça ait vraiment de gros impact sur votre sommeil. Mais si vous mangez un énorme steak ou vraiment beaucoup de viande rouge ou du foie le soir par exemple, surtout tardivement, par exemple entre 21 et 22 heures, du coup ça aura un impact beaucoup plus prononcé sur votre sommeil que si vous mangez, je sais pas moi, un peu de riz avec de la bolognaise qui vous restait d'à midi où il y a un tout petit peu de viande rouge et que vous mangez à 19h le soir. Voilà, bon là tout de suite on voit la différence. Par contre, ce qui est intéressant avec la viande, et c'est pour ça que je dis qu'il est possible d'en manger le soir, mais c'est pas que la viande, c'est une question de protéines, de source de protéines. Il peut être très intéressant de manger des protéines le soir, dans le sens où, dans les protéines, vous avez des acides aminés, qui sont dits essentiels parce qu'on ne peut pas les produire nous-mêmes. Ils doivent nous être apportés par l'alimentation. Et ces acides aminés, dont le tryptophane, dont je vous ai souvent parlé sur le podcast, va être essentiel à la synthétisation de la sérotonine qui elle-même est utilisée pour créer de la mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Donc c'est avec cette cascade-là qu'on se dit qu'il est intéressant de manger des protéines le soir. Maintenant, protéines, c'est vaste. Il y a des protéines par exemple dans les oléagineux, dans les noix de cajou, etc. Il y a des protéines aussi dans le son d'avoine. Il y a des protéines dans le quinoa ou la quinoa. Je sais jamais si on dit le ou la, j'entends les deux. Dans l'amarante, dans le sarrasin. Et aussi dans les œufs, le poisson et les viandes en général. Donc finalement, il y a plusieurs sources de protéines. Donc quand je dis manger des protéines le soir ou à 4 heures, ça j'en parle aussi assez régulièrement, que c'est très intéressant à 4 heures de manger une source de protéines pour les mêmes raisons.
d'avoir un petit encas protéiné, hein, mais c'est pareil, ça veut pas dire se faire un steak à 4 heures, ça peut vouloir simplement dire manger un carreau de chocolat noir avec une poignée d'amandes, par exemple, ça peut être ça. Toujours est-il, c'est que derrière le terme protéine, il y a plein de choses, et vous y mettez ce que vous voulez, ou ce que vous pouvez, ou ce dont vous avez envie. Moi, à titre personnel, je me suis rendu compte que lorsque je consomme du poulet, qui effectivement est très riche en tryptophane, si je consomme un petit peu de poulet le soir, j'ai beaucoup plus de sommeil profond. De manière significative. Plutôt que si j'ai un repas qui est uniquement constitué de légumes, ou de légumes racines, ou de céréales. Donc en tout cas, je l'ai constaté pour moi, c'est à vous de faire vos essais par rapport à votre alimentation. Maintenant, vous rajoutez 50 grammes de poulet le soir, en soi, voilà, c'est quelque chose qui est très facile à tester. Ensuite, j'ai Nico qui me demande comment connaître l'heure idéale pour se coucher. Alors, je pense que tu fais du coup référence à la chronobiologie, à savoir sur quelle plage horaire c'est le plus favorable pour toi, pour tout à chacun de dormir. Pour ça, alors déjà, pour juste repartir sur les bases, effectivement, en chronobiologie, il s'avère qu'il y a des individus qui vont avoir besoin de se coucher plus tôt, d'autres plus tard, et d'autres pour qui ça peut être compliqué justement de trouver sa plage de sommeil idéale. Donc je pense que ta question fait référence à ça. À savoir comment on fait pour déterminer cette plage de sommeil optimale. Parce que vraiment ça c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est pour ça que je vous ai fait tout un quiz en chronobiologie, tout un quiz sur les chronotypes et que je vous débriefe ça aussi en podcast, vraiment individuel en fonction des différents chronotypes que vous avez. Parce que c'est essentiel. Si vous vous couchez trop tôt alors que ce n'est pas votre heure, c'est la porte ouverte aux cogitations, aux pensées incessantes, aux ruminations. Si vous vous couchez trop tard, vous avez le fort risque de passer à côté d'une phase de sommeil et finalement de rentrer aussi dans trop de pensées. Donc de déterminer sa plage de sommeil personnelle, c'est essentiel. Donc déjà, Nico, merci pour ta question, c'est très important de rappeler ça. Et maintenant, pour connaître son heure idéale du coucher, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut tester. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, il y a les tests, il y a les quiz. Alors oui, ça aide, ça permet de savoir un petit peu plus vers quoi on tend. Mais, je vous le répète souvent, on est vraiment tous différents et on est tous uniques. Et ce qui est assez rigolo, c'est de se dire que quand on dit par exemple 23 heures pour, de façon générale, 23h, 7h, ça fait une nuit de 8 heures, pour certaines personnes, ça va être 22h45. Pour d'autres, ça va être 23h15. Alors on peut se dire, un quart d'heure près, c'est pas grand-chose. En fait, si, on se rend compte que finalement, ça a un impact sur ce que je viens de vous évoquer avant. Donc, on va déterminer cet horaire de coucher optimal pour nous par des tests. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous coucher, par exemple, 2 ou 3 jours d'affilée à 22h, 22h30, 23h, 23h30. Vous allez voir ce que ça donne. Si vous avez l'impression que c'est plus favorable pour vous, par exemple à 22h30, après vous allez peut-être ajuster à 22h15 ou même à 22h, vous pouvez essayer plus tôt aussi et voir ce qui vous correspond le mieux. Quand vous avez ça, en fait, ça détermine après votre heure de lever, finalement. Si vous avez votre heure de coucher, c'est beaucoup plus facile d'avoir votre heure de lever. Ce qui n'est pas forcément vrai pour l'inverse, c'est-à-dire que si votre réveil il sonne à 6h du matin, parce que votre vie professionnelle vous oblige à ce que votre réveil sonne à 6h du matin, ça ne veut pas dire que votre heure du coucher c'est 22h. C'est là où il peut y avoir un décalage. Mais voilà. Pour la question de trouver son heure de coucher, c'est ça. C'est le test, l'expérimentation pour chacun. Ensuite, j'ai Juju sur Instagram qui me demande qu'est-ce que la paralysie du sommeil ? Alors là, c'est une question un peu plus technique, effectivement. Alors je ne sais pas si tu as entendu ce terme quelque part ou si c'est parce que tu souhaites en savoir plus sur le sujet, parce qu'effectivement ce n'est pas quelque chose qui est très connu, la paralysie du sommeil, c'est assez particulier, finalement c'est un des troubles du sommeil qui peut être vécu de manière vraiment traumatisante par les personnes qui souffrent de ça. Donc la paralysie du sommeil, elle est vraiment à distinguer des terreurs nocturnes, des cauchemars ou encore du somnambulisme. C'est vraiment un trouble qui est à part.
c'est le fait de se réveiller, mais d'être paralysé. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que vous ne rêvez plus, mais vous ne pouvez bouger aucun membre. Donc votre corps complet est paralysé, c'est un petit peu comme si vous étiez emprisonné dans un corps inerte. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la paralysie du sommeil, ça reflète finalement un dysfonctionnement au niveau du système, au niveau du circuit d'endormissement et du sommeil. C'est-à-dire qu'on a comme un petit interrupteur dans le cerveau qui va faire on-off lorsque on s'endort ou lorsqu'on s'éveille. Et quand cet interrupteur il fait on-off, à la fois ça gère notre état d'esprit, notre esprit conscient, du fait qu'on sait qu'on est, on perd la connexion avec notre esprit conscient finalement, ou alors au contraire on regagne notre conscience de nous-mêmes, mais en même temps on va avoir un lien avec notre corps. C'est-à-dire que lorsqu'on dort, lorsqu'on est en sommeil paradoxal, donc en principe la paralysie du sommeil, elle arrive en sommeil paradoxal. Lorsqu'on est en sommeil paradoxal, on a les yeux qui vont bouger extrêmement rapidement et notre activité cérébrale, elle est très intense. Elle est même plus intense qu'en journée. C'est assez impressionnant de voir les IRM du cerveau qui sont réalisés pendant le sommeil de rêve. Par contre, à contrario, l'ensemble du corps est figé. Et justement, heureusement, parce que si on vivait tout ce qui se passe dans notre cerveau d'un point de vue physique, on pourrait blesser le partenaire dans le lit ou se blesser soi-même. Donc en fait, en sommeil paradoxal, le corps est complètement figé. Et donc parfois, au niveau de cet interrupteur qui fait que le corps bouge ou pas et qu'on a notre esprit conscient qui s'éveille ou pas, et du coup il y a comme un petit dysfonctionnement, comme un petit dérèglement qui fait que notre corps reste figé, mais en même temps notre esprit reprend conscience, en fait il revient à lui, et donc on se rend compte qu'on ne peut pas bouger. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui vienne, la plupart du temps, qui vienne bousculer la personne, qui viennent réveiller physiquement en fait la personne qui est en paralysie du sommeil. Donc visiblement, dans les cas les plus importants, ça peut vraiment être des expériences traumatisantes. C'est qui, en plus de ça, visiblement les personnes n'ont pas de notion du temps qui s'écoule. C'est vraiment une sensation qui est décrite comme extrêmement troublante. Dans le livre de Matthew Walker, Pourquoi nous dormons, justement, il y a tout un passage sur la paralysie du sommeil et d'ailleurs sur l'ensemble des troubles en général qui est très bien décrit et qui explique vraiment bien ce phénomène en détail. Donc, Juju, si tu souhaites en savoir plus là-dessus, je te conseille de creuser avec un livre. Alors, sur les sites internet, on trouve bien sûr des choses qui peuvent être intéressantes parfois, mais effectivement, dans un livre écrit par un scientifique spécialiste du sommeil, tu auras quelque chose qui sera plus complet, voilà, tout simplement. Et du coup, ça m'emmène sur la question de Clem CM. Quel est le meilleur livre sur le sommeil? Que me conseillerais-tu? Alors, le meilleur livre sur le sommeil, c'est vraiment une question qui est difficile, à laquelle c'est compliqué de répondre dans le sens où ça dépend ce qu'on cherche en fait. Ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un livre qui soit vraiment facile d'accès, qui se lise rapidement, qui vous permette de mettre un pied dans le monde du sommeil, de comprendre un peu comment ça se passe, alors moi je pourrais vous conseiller, comme ça à première vue, le petit bouquin de Joëlle Adrien. Elle a écrit « Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour ». Je vous ai fait la chronique de ce livre il y a quelques mois en arrière. Franchement, c'est une très très bonne entrée en matière. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le sommeil, il y a l'ouvrage de Matthew Walker dont je vous parlais à l'instant. Là, pour le coup, il y a vraiment des choses qui sont très techniques. C'est un bouquin alors qui n'est pas forcément énorme, mais qui est très dense en informations. Énormément de références, de résultats de recherche, et puis une vision vraiment plus globale parce que même à la fin du livre, il évoque même la façon dont est vu le sommeil au niveau de la société et l'enjeu sociétal de la dette de sommeil, du sommeil en général. Donc voilà, ça pousse vraiment plus loin la réflexion. Pour moi, c'est vraiment l'incontournable pour le sommeil.
Après, il y a d'autres livres aussi, mais qui sont peut-être un peu plus universitaires, vraiment très très techniques et qui ne sont pas vraiment des livres de chevet très très agréables à lire, mais je peux quand même vous les citer. Vous avez Les troubles du sommeil par Yves Dauvilliers, vous avez aussi Le sommeil et ses pathologies, approche clinique transversale chez l'adulte, par Jean-Arthur Micolo-Franchi. Après, vous avez d'autres petits livres aussi, même qui concernent le sommeil de l'enfant, si vous avez des enfants. Vous avez aussi des livres un petit peu annexes, c'est-à-dire qui vont vous permettre d'avoir un autre point de vue, une autre vue sur le sommeil, mais qui ne traitent pas le sommeil directement. C'est par exemple le cas du petit livre dont je vous ai parlé il y a quelques semaines sur la cohérence cardiaque par David O'Harry. Il y a aussi un livre dont je vous parlerai prochainement, qui s'appelle Bien dormir, ça s'apprend, de Benjamin Lubzinski, pas facile à prononcer, et qui a une approche encore différente, puisque lui, il pratique l'hypnose. Alors il est très très connu sur les réseaux, hein, il a vraiment une chaîne YouTube qui existe depuis déjà très longtemps, et qui est énormément suivie, donc peut-être que vous connaissez son nom et sa pratique. Donc voilà, après vous avez d'autres livres comme ça qui vont graviter autour et qui peuvent vous permettre d'avoir une belle bibliographie sur le sommeil si vous souhaitez vous renseigner et puis en apprendre encore plus par vous-même. Passons à la question de Marie. Marie avec qui j'ai échangé aussi régulièrement sur les derniers mois sur Instagram et qui me demandait, alors ça fait écho au second épisode sur la sortie de l'insomnie que je vous ai publié récemment. Alors Marie qui me demande, qui me dit déjà que c'est dur de rechuter quand on constate des efforts, lorsqu'on retrouve un vrai confort de sommeil, et elle me demande est-ce que ça m'est déjà arrivé du coup de rechuter, comment je le gère, et un petit peu plus loin Marie me demande si ça m'est déjà arrivé d'avoir peur finalement de retomber dans l'insomnie. Alors c'est une question qui est particulièrement intéressante, Marie, je te remercie de me l'avoir posée. Ça me permet de préciser le propos finalement que j'ai tenu dans ce second épisode sur sortir de l'insomnie, la partie 2, où justement je vous présentais, alors j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais c'est tellement vaste finalement, il y aura probablement encore beaucoup de choses à dire dessus, mais où j'essayais de vous dire ce à quoi vous pouvez vous attendre, comment ça se passe finalement lorsqu'on sort de l'insomnie chronique. Et ça, le fait d'avoir peur, ou le fait de rechuter, je l'évoque aussi, ça fait partie du process. Mais, surtout ce que je voudrais dire, c'est ça dépend ce qu'on met derrière le terme rechuter. Vous voyez aujourd'hui, moi je pense que rechuter, ce serait comme si vous effaciez tout ce que vous savez sur le sommeil. Ce serait à nouveau d'enchaîner les nuits sans endormir ou avec quelques heures de sommeil, d'avoir une angoisse terrible le jour suivant et les jours suivants qui vous empêche à nouveau de dormir, de ne pas savoir pourquoi vous ne vous êtes pas endormi à l'heure où vous le souhaitiez, pourquoi vous vous êtes réveillé, pourquoi votre sommeil ne vous a pas paru récupérateur. Voilà, tout ça, effectivement, ça pourrait tenir derrière le terme rechuter. Mais c'est quelque chose qui, selon moi, n'arrive pas. Tout simplement parce que le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant pour aller mieux, pour vous débarrasser de vos troubles du sommeil, en fait, vous avez ce cheminement qui est maintenant ancré en vous, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que vous connaissez sur vous, sur le sommeil, sur ce dont vous avez besoin pour dormir. Donc je pense que la vraie question finalement, et je pense que c'est ce que tu voulais dire Marie, c'est est-ce qu'il m'arrive encore d'avoir des mauvaises nuits ? Et est-ce qu'il m'arrive encore de douter sur le fait, de douter de ma capacité à dormir, ou d'avoir peur de me retrouver dans la situation que j'avais pu connaître après mes 15 ans d'insomnie. Donc, est-ce qu'il m'arrive encore d'avoir des mauvaises nuits ? Mais oui, clairement. Et ça vous arrivera aussi, malheureusement. Et ça arrive à tout le monde, et c'est normal. Ça arrive parce que on ne peut pas toujours 365 jours sur 365 maîtriser absolument tout sur nous et sur notre environnement. Il y a forcément un jour où, je sais pas, vous allez être invité
où il s'est passé quelque chose de très très important pour vous et vous avez par exemple travaillé très tard sur les écrans, ou alors vraiment vous êtes dans une euphorie telle que vous ne pouvez pas fermer les yeux, ou alors dans une angoisse telle que vous ne pouvez pas fermer les yeux. Ce sont des choses là qui peuvent arriver, qui restent ponctuelles, ou vous êtes dans une situation de vie difficile, une séparation ou un emménagement, la naissance d'un enfant, tous les éléments extérieurs aussi, que ce soit les voisins qui font du bruit, des travaux à côté de chez vous qui commencent très très tôt le matin, enfin en fait voilà, il peut y avoir X choses qui font que vous passez des mauvaises nuits. Ça peut être aussi le fait d'être malade, tout simplement, de tomber malade. Bref, oui, c'est tout à fait possible. Et en fait, la grosse différence avec l'insomnie, c'est que du coup, il n'y a pas d'impact sur les nuits qui suivent. Parce que vous savez pourquoi vous n'avez pas bien dormi. Vous savez ce qui a cloché. Et à partir du moment où ça c'est vrai pour vous, en fait vous pouvez vraiment vous estimer être sorti de l'insomnie chronique, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous réunissez toutes les conditions pour dormir, vous dormez. Et ça n'a pas d'impact sur la confiance que vous avez en votre capacité à dormir. Donc oui, ça m'arrive de passer des mauvaises nuits. Parfois, il y a des choses qui font que je ne peux pas me coucher à l'heure que je souhaiterais, ou je dois me lever beaucoup plus tôt, ou mon fils me réveille la nuit, ou il y a X choses, en fait, ça peut être le conjoint qui vous réveille, enfin bon, bref. Maintenant, est-ce que je doute ? Est-ce que j'ai peur de retomber dans l'insomnie chronique ? Alors, forcément, quand on a vécu 15 ans de sommeil très délicat, parfois, il peut y avoir un petit pincement dans le ventre où on se dit « Oh, mais pourvu que je ne retombe jamais dans l'état physique, moral et intellectuel dans lequel j'étais il y a un an en arrière. » Donc là, j'enregistre ce podcast en tout début décembre, et du coup, ça, voilà. Il y a un an en arrière, j'étais dans une situation vraiment extrême même de désespoir, hein, sous tous les sens du terme. Et donc oui, parfois j'ai ce petit point dans le ventre qui me dit « Oh mon Dieu, mais si jamais un jour je retombe dans ce mal-être-là. » Mais tout de suite après, ça s'envole, parce que je sais que c'est pas possible, en fait. Tout simplement que aujourd'hui, j'ai toutes les clés, j'ai acquis toutes les connaissances qui font que je sais ce qui fait que je ne dors pas, et je sais ce qu'il faut que je fasse pour dormir. Donc à partir de ce moment-là, je ne suis plus du tout dans la même situation qu'avant, où je pensais que le sommeil c'était plouf plouf et que je n'avais aucune idée de quoi faire pour mon sommeil. Donc en fait, dans la mesure où je ne suis plus la même personne, je ne peux plus me retrouver dans la même situation. Ça ne veut pas dire que je ne serai jamais fatiguée de ma vie, et encore une fois, il peut se passer des choses dans la vie qui sont très douloureuses, qui nous plongent dans des situations physiques et psychologiques difficiles, mais ça ne pourra jamais être la même chose. Et ça fait toute la différence. Donc non, pour répondre à ta question, Marie, je ne doute pas de l'avenir. Au contraire, je suis ultra sereine pour l'avenir, et je vois mois après mois une amélioration générale de mon état de santé qui me remplit d'espoir en fait, et qui me fait balayer ce petit point dans le ventre quand je le ressens d'un revers de main, en me disant oui, c'est juste le poids de ces 15 années qui parfois peut ressurgir, mais c'est comme toutes les choses qui ont pu vous marquer très fortement, comme, je sais pas moi, un film d'horreur qui vous aurait marqué énormément, de temps en temps vous vous retrouvez dans une ruelle sombre et vous avez ce petit truc, et puis après vous dites non mais c'est bon, je suis à 2 mètres de chez moi, tout va bien, voilà. Bon. Je me suis un petit peu attardée sur cette question, mais parce que ça me semblait vraiment nécessaire de répondre à Marie là-dessus et de vous partager ça, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous poser la question, et c'est vraiment, vraiment normal. Ensuite, j'ai Pia qui me demande « Que pensez-vous des ondes pour le sommeil ?» Alors, du coup, Pia, je ne sais pas si tu parles des ondes, les musiques à ondes différentes comme les ondes bêta, etc. pour favoriser le sommeil, ou si tu parles des ondes électromagnétiques qui peuvent empêcher le sommeil. Si ce sont les ondes pour favoriser le sommeil, les espèces de... Alors ce ne sont pas vraiment des musiques en fait, mais ce sont des ondes qui vont favoriser la détente, le calme au niveau du fonctionnement du cerveau. Alors là, oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est très efficace et qui est à tester pour chacun d'entre nous.
Maintenant, sur les ondes électromagnétiques, c'est vraiment une autre question. Et c'est même un vrai débat de société en ce moment. Les ondes électromagnétiques, elles sont, électriques et électromagnétiques, elles sont vraiment partout autour de nous. Alors on entend beaucoup la connexion Internet, la 4G, etc. Mais finalement, même un réveil branché dans le mur ou votre lampe de chevet branchée dans le mur émet des ondes aussi. Moi, ce que je pense, ce que je sais et ce que je pense. Ce que je sais, c'est que au niveau du cerveau, on fonctionne avec des champs électriques. D'accord ? Il y a un influx nerveux, il y a des champs électriques au niveau des neurones. Donc forcément, si on est exposé à des champs électriques et électromagnétiques, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas interférer. Voilà, d'une manière, de ce que j'en sais et d'une manière vraiment pratico-pratique, le bon sens me ferait penser qu'il y a forcément un impact. Maintenant, reste à savoir dans quelle mesure. Est-ce que cet impact, c'est vraiment dérisoire, c'est de l'ordre vraiment d'une infime interaction, ou est-ce que il y a un réel enjeu sur notre cerveau, sur sa santé, et du coup sur le sommeil ? Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut complètement trancher cette question-là. Vous allez avoir vraiment les personnes qui sont anti-ondes, les personnes à l'inverse qui vont dire qu'il n'y a aucun impact. Moi, franchement, j'aurais bien du mal à me positionner là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a très très peu de recul sur les champs électromagnétiques. En général, ça fait 70-75 ans que réellement on a autant d'appareils électriques branchés dans la maison et à proximité du lit notamment. Et ça ne fait qu'une trentaine d'années qu'il y a Internet qui est comme ça, qui nous entoure en permanence. Et c'est surtout maintenant finalement avec en plus la 4G et puis peut-être la 5G qui va arriver qui est bien bien plus puissante que la 4G. Donc finalement c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Donc en fait on ne verra les répercussions positives ou alors l'absence de répercussions que dans 10, 15, 20 ans, peut-être même 50 ans finalement. Donc se positionner maintenant de façon radicale, ça me paraît prématuré. Maintenant, à titre personnel, j'aime le principe de précaution et c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, donc par précaution, il y a plein de choses qu'on peut faire ou pour lesquelles on doit s'abstenir. Donc bien sûr que je suis connectée, que j'ai le Wi-Fi chez moi, que j'ai un téléphone portable. Bien sûr que je ne pense pas qu'on devrait tous vivre dans un bunker déconnecté de tout. Mais cela dit, dès que je peux, je fais attention à ce que je n'ai pas une exposition aux champs électromagnétiques inutile. Voilà, donc je pense que c'est ce juste milieu qu'on peut avoir ici, aujourd'hui, à la lumière des connaissances qu'on a sur le sujet. Ça veut dire que oui, le soir, je coupe le Wi-Fi. Franchement, ça n'engage en rien de couper le Wi-Fi chez soi. Quand la nuit, je suis en mode avion, pareil, de toute façon, j'ai pas envie que mon téléphone me réveille dans tous les cas, donc ça n'engage en rien de se mettre en mode avion. Je fais attention de ne pas avoir de téléphone dans mes poches, ou de ne pas avoir de téléphone, vous savez, quand on court, qu'on peut mettre au niveau du thorax, ou vraiment contre son corps, parce que effectivement, ne sachant pas, je préfère mettre mon téléphone ailleurs, soit le mettre en mode avion dans une poche, soit le laisser dans mon sac, ou même le laisser dans la voiture, tant que j'en ai pas réellement besoin sur moi. Ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont électrosensibles. Ça, je ne pense pas du tout que ce soit un mythe. Au contraire. Je pense qu'effectivement, pour certaines personnes, ça se traduit par des migraines, des brûlures, une énorme fatigue, et puis voilà d'autres symptômes qui sont complètement liés. Et en ce moment, justement, la médecine est en train de s'accorder pour dire oui, c'est possible que ça existe, voire même ça existe. Donc il y a quand même, on va dire que les recherches en ce sens éclairent un petit peu sur ce qui peut se passer. Maintenant, est-ce qu'on se dit
ça arrive à certaines personnes, ça veut dire que finalement toutes les personnes ressentent les mêmes effets mais ne l'expriment pas de la même façon. Ou alors on se dit c'est parce que ces personnes-là, elles sont plus fragiles et que pour les autres, ça ne fait rien. Bon, ça c'est un point de vue qui est complètement personnel. Maintenant, toujours est-il, c'est que par rapport au principe de précaution, moi quand je vois arriver la 5G en face des écoles et partout dans nos villes, je trouve que c'est prématuré dans le sens où rien ne nous prouve l'innocuité de la 5G aujourd'hui. Voilà. Je me suis peut-être un peu étendue sur le sujet, mais c'est vrai que ça reste quand même un sujet qui fait débat. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant, d'échanger là-dessus. Et du coup, pour en revenir à votre sommeil, effectivement, moi je vous conseille de tester, de couper absolument toute source électrique chez vous pendant par exemple 2 nuits d'affilée et de voir si vous vous en ressentez mieux, si vous avez l'impression de mieux dormir, que votre sommeil a été de meilleure qualité, etc., etc. Ensuite, j'ai une question et un témoignage, même vraiment très complet, pour le coup, de Céline. Céline qui m'a écrit il y a quelques jours de ça. Bon, déjà, vraiment merci beaucoup Céline, puisque vous me dites j'ai eu comme un déclic en vous écoutant pour réagir et prendre les choses en main. Merci pour votre podcast. Votre expérience est riche d'enseignements. C'est un réconfort d'entendre que vous avez trouvé des solutions pour sortir de ce problème et merci de nous les faire partager. Bah oui, avec grand plaisir, Céline, effectivement. Voilà, ça fait... Moi, c'est grâce à des partages aussi que j'ai pu avancer de mon côté. Si je peux faire avancer d'autres personnes grâce aux miens, eh ben c'est super. C'est super. Et du coup, la question concernait les médicaments et le passage entre... par exemple, de longues périodes d'antidépresseurs ou de médicaments à plus rien du tout. Est-ce qu'on peut faire une transition avec des plantes ? Donc notamment, Céline cite la rhodiola et l'ashwagandha puisque j'en parle dans un podcast il y a quelques mois en arrière. Donc j'en viens à ma question. Donc les plantes que vous conseillez peuvent-elles être prises en même temps au début, donc d'un sevrage d'antidépresseurs, donc rhodiola plus ashwagandha, avec sevrage progressif des antidépresseurs. Merci d'avance. Alors, c'est pas du tout une question évidente, Céline, dans le sens où il y a cet aspect médical des antidépresseurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que les antidépresseurs, ce sont des molécules chimiques qui vont avoir un effet chimique sur votre cerveau et qui vont induire des réponses chimiques et une dépendance chimique. Et quand je dis dépendance, c'est une vraie dépendance. C'est comme, la cocaïne ou l'héroïne. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de sevrage, ça peut être aussi difficile, aussi troublant pour les personnes qui vivent ce sevrage-là. Surtout que là, d'après ce que vous me partagez, ça fait de nombreuses années que vous avez ces traitements-là. Donc ça veut dire que c'est tout votre cerveau, tout votre corps qui s'est habitué à fonctionner sous antidépresseurs. Ce serait prétentieux de ma part et ce serait surtout déplacé de vous dire vous prenez, vous diminuez de moitié pendant X temps, vous arrêtez au bout de tant de temps, vous prenez telle plante à la place, etc., etc. Ça va dépendre des antidépresseurs que vous prenez en plus parce que les antidépresseurs ne sont pas tous faits avec les mêmes molécules, donc n'ont pas tous les mêmes impacts sur le cerveau, le même fonctionnement. En plus de ça, ça dépend de votre terrain de base. Est-ce que vous avez tendance à produire plus de sérotonine, plus de dopamine au niveau des neurotransmetteurs en fait. Les neurotransmetteurs sont très importants et dans la dépression en l'occurrence, ils ont un très grand rôle à jouer. Et même lorsqu'on prend des antidépresseurs pour le sommeil et pas lorsqu'on est dépressif, ce que moi j'ai connu, donc je sais tout à fait de quoi je parle, eh bien il n'empêche que ça joue sur les neurotransmetteurs. Ça joue soit sur la recapture de certains neurotransmetteurs, soit ça ajoute des neurotransmetteurs. Donc après il y a tout cet équilibre chimique au niveau du cerveau qui peut être mis à mal, de façon plus ou moins intense en fonction de ses caractères héréditaires aussi, de ses caractéristiques propres. Ensuite, c'est la même chose par rapport à la rhodiola ou l'ashwagandha.
Ce sont deux plantes adaptogènes qui n'ont pas la même action, qui ne jouent pas sur les mêmes sphères. On est plus au niveau des glandes surrénales pour l'ashwagandha, on est plus au niveau du système nerveux et justement de la recapture de la sérotonine au niveau de la rhodiola. Combiner les deux, oui c'est possible. Combiner les deux plus des antidépresseurs, je ne sais pas. Combiner les deux à la place des antidépresseurs s'il n'y a pas de sevrage ou selon le sevrage, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans la démarche dans laquelle vous êtes, qui est vraiment admirable et vraiment bravo à vous, vous pouvez faire un programme de sevrage avec le médecin qui vous a prescrit ces médicaments-là depuis X années. Sachant que cette décision est vraiment une des plus sages à prendre, ces médicaments, que ce soit somnifères, antidépresseurs, anxiolytiques, n'ont pas vocation à être utilisés des années et des années. C'est-à-dire que maximum 3 mois, pour certains c'est même 3 semaines. C'est-à-dire qu'en fait les médecins sont complètement démunis et impuissants par rapport à ça et finalement ils rentrent dans un cercle vicieux ils ne savent pas comment faire sortir les gens de leur détresse et donc ils commencent à prescrire ces médicaments-là mais après ils ne savent plus comment faire sortir les gens de ces prescriptions-là. Donc bref, c'est un cercle vicieux qui est terrible. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est très délétère pour la santé et pour le cerveau au niveau cognitif notamment. Donc, c'est vraiment une des plus sages décisions à prendre. Maintenant, il faut que ce soit bien fait. Si vous n'avez pas confiance en votre médecin pour que ce soit bien fait parce que c'est lui qui vous les a prescrits et qu'il ne voit pas l'intérêt que vous arrêtiez en fait, allez voir un autre médecin. Vous trouverez toujours un médecin qui pourra vous renseigner par rapport à ça, quitte à en faire plusieurs. C'est votre santé et ce n'est pas à prendre à la légère. Maintenant, pour les plantes, oui, elles ont un aspect très intéressant à partir du moment où on est en fin de prise de médicaments, ne serait-ce que psychologiquement. Il y a beaucoup de personnes qui vont être capables de se sevrer physiquement, mais qui vont vouloir prendre des médicaments, prendre quelque chose. Donc là, ça peut être intéressant de passer sur des plantes qui ne vont pas avoir les mêmes effets délétères que les médicaments. Maintenant, il y a aussi une question de test. Test en termes de posologie, en termes de moments dans la journée aussi où on prend ces plantes-là. Quelle plante va la mieux vous correspondre? Ça, ce sont des tests. Donc, tout prendre d'un coup, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc par exemple, quand vous mettez rhodiola plus ashwagandha, je pense qu'il faut faire l'un, puis l'autre, et voir ce que ça donne. Je ne pense pas qu'il y ait une contre-indication à prendre par exemple un cachet de rhodiola rosea, mais bien titré, faites bien attention à comment vous prenez vos compléments alimentaires, ce qui est marqué dessus, etc. En parallèle d'un sevrage progressif. Je ne pense pas. Mais moi, si j'étais vous, je demanderais l'avis de plusieurs médecins, en fin de compte. Peut-être aussi l'avis d'un naturopathe, pour avoir le maximum d'avis sur la question, parce que c'est pas comme si ça faisait 2 mois que vous aviez pris vos médicaments, ça fait des années. Ensuite, la différence entre la rhodiola et l'ashwagandha, donc je disais que ça n'agissait pas au niveau des mêmes sphères. La rhodiola, je pense, est plus adaptée à remplacer un antidépresseur, puisque le fonctionnement est plutôt similaire. L'ashwagandha, on va dire que ça booste plus au niveau des glandes surrénales, ça va permettre d'avoir un meilleur fonctionnement de ces organes-là, et donc une meilleure production de cortisol, notamment le matin, donc plus de dynamisme, production plus équilibrée aussi, et finalement un meilleur tonus physique, plus de motivation et d'entrain aussi à faire les choses, mais dans un sens de forme physique. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant par rapport à ces produits-là et je dois avouer que moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai testé ça. Donc oui, c'est vrai que moi, je pourrais vous prendre mon exemple aussi. Donc j'ai testé les deux, indépendamment l'un de l'autre, et très clairement, l'ashwagandha m'allait beaucoup mieux. Mais du coup, je n'étais pas dans une période de sevrage d'un quelconque médicament, ça faisait longtemps que j'avais arrêté les antidépresseurs, et j'étais plus dans une période de test pour la qualité de mon sommeil, etc. Mais l'ashwagandha me mettait en bien meilleure forme, j'avais pas de sensation de brouillard, j'étais très très tonique le matin, enfin vraiment un très bon retour par rapport à l'ashwagandha. Mais après c'est pareil, en ce qui concerne les plantes, ce ne sont pas des choses à prendre non-stop en continu toute l'année.
c'est la même idée. Ne soyez dépendant à rien d'autre qu'à vous-même et aux techniques de respiration et aux techniques qui ne nécessitent rien de plus que vous-même. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question, Céline, et encore merci pour votre témoignage et d'aborder cette question-là qui est très importante, qui est partagée par beaucoup de personnes et qui fait effectivement poser beaucoup de questions. Ensuite, passons à la question de Caroline. Alors Caroline, du coup, je lui ai répondu sur Instagram. Déjà, Caroline, elle me faisait un petit feedback par rapport justement à cette histoire de chronobiologie. C'est vrai que j'aurais pu en parler tout à l'heure, je n'y ai pas pensé. Caroline, elle me disait qu'elle a vu comme un déclic en écoutant un de mes podcasts et en se disant, mais en fait, je me force à me coucher tard parce que la société fait que se coucher à 21h, c'est mal vu ou ça paraît bizarre. Sauf qu'en fait, ça ne lui correspondait pas. Et du coup, ça l'a rassurée de se dire que c'était pas anormal et que effectivement, peut-être que pour elle, par rapport à sa constitution, se coucher à 21h ou 21h30, c'était bien plus favorable et qu'elle était en bien meilleure forme. Et puis ensuite, Caroline me demandait dans un autre message quel type de montre j'utilise. Alors, vous êtes très nombreux à me demander ça, c'est très très souvent qu'on me pose la question sur la montre. Alors, moi ce que je vous réponds à chaque fois, c'est que j'utilise une montre de la marque Fitbit. Moi, c'est la Fitbit Ioniq. Très clairement, je ne connais que cette marque-là, parce que même avant d'avoir cette montre, j'avais une autre montre, mais de la même marque. Mon compagnon a aussi une montre de cette marque-là. Donc ça m'est difficile de vous en conseiller d'autres, sachant que je ne les connais pas. Maintenant, il faut bien savoir qu'il y a de nombreuses montres qui font, de nombreuses marques, qui font ce type de montre, et qui sont probablement très bien. Donc en fait, ce qu'il faut surtout que vous regardiez, ce sont les fonctionnalités qui sont présentées en fonction du prix. Donc là, bien sûr, on parle de montres qui permettent de traquer le sommeil. Pour l'activité physique, c'est encore une autre fonctionnalité et ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Pour le sommeil, ce qui est intéressant, c'est de savoir si la montre, elle va pouvoir vous donner vraiment le compte-rendu de votre nuit. Si par exemple elle enregistre la variabilité de la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, il y a plein de petites choses que les montres peuvent enregistrer, qui peuvent vous intéresser, et si elles le font, tant mieux. Entre 100 et 150 €, vous avez clairement une montre qui tient complètement la route pour juste le sommeil, si vous en avez besoin uniquement pour le sommeil. Voilà, par rapport aux montres, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, donc c'est bien qu'on puisse l'aborder aujourd'hui. Merci Caroline. Ah oui, j'avais une question là qui arrive que j'ai reprise. Une question de Monsieur B. Alors je vais pas dire le nom parce que du coup j'ai pas le prénom. Donc voilà, dire les prénoms c'est pas gênant, dire les noms de famille ça m'embête un petit peu plus. Donc Monsieur B qui m'a juste écrit un mail en me disant comment savoir si ce que vous dites est vrai. Je dois vous avouer que quand j'ai lu le mail, je me suis demandé si c'était vraiment sérieux, s'il y avait de l'ironie dans ce message. Donc Monsieur B, voilà, je ne sais pas trop comment interpréter votre mail. Mais le fait est, c'est que j'avais quand même envie d'en parler aujourd'hui parce que la question est loin d'être inintéressante. Franchement, je me suis posé 1001 fois la question dans plein de sujets différents. À chaque fois que je voyais quelque chose qui allait dans un sens complètement opposé à mes valeurs ou à ce que je croyais, soit qui paraissait trop évident, soit qui paraissait trop extrême, bref. Et la réponse à cette question, c'est en fait, mais on n'en sait rien. Et vous n'en savez rien. Et moi non plus. Il n'y a pas de vérité absolue, générale, universelle, connue, qui fasse l'unanimité de tout temps et partout. Ça n'existe pas. En fait, la connaissance qu'on a des choses, elle vient de personnes qui un jour se sont posées une question, qui ont mené des études, qui ont fait des expérimentations et qui ont trouvé des réponses. Et ensuite, ces réponses, donc ces résultats d'études, sont repris dans des livres, sont repris ensuite dans des journaux, sont repris ensuite dans des articles de blog, et puis donc tout ça, ça fait partie aussi de la vulgarisation, et ensuite c'est repris par monsieur et madame tout le monde qui échange autour d'une tasse de thé, voilà. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'ensemble des recherches et des études ont forcément des biais. C'est-à-dire que c'est impossible de faire une étude qui reflète exactement la réalité. Déjà parce qu'il faudrait des panels d'études
énorme. Ensuite, il faudrait absolument tout connaître des personnes. Et puis, il faudrait qu'il n'y ait aucun enjeu financier de la part des gens qui le font. Il faudrait que les études durent 50 ans. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'effectivement, moi, dans ce que je vous transmets, il y a plusieurs choses. Il y a déjà mon expérience personnelle. C'est comme ça que j'ai démarré sur le podcast. Et j'avais envie de vous transmettre ce qui a marché pour moi. Donc si ça a marché pour moi, il y a des possibilités, des chances que ça puisse marcher pour vous. Ensuite, il y a justement tout ce qu'on peut lire, à la fois dans les livres et à la fois dans les résultats de recherche. Donc dans ces fameuses études. Des études, il y en a pléthore. Franchement, sur la thématique du sommeil, il y en a des centaines, voire peut-être même des milliers, je ne sais pas. Pour nombre d'entre elles, elles convergent dans le même sens, on va dire au niveau des époques. Mais ce qui était vrai par exemple il y a 15 ans ne l'est plus aujourd'hui. Donc on peut très bien se dire que ce qui est complètement vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 15 ans. Et puis il y a des études qui vont complètement en contresens, à contre-courant. Qu'est-ce qui fait qu'une étude est plus valable qu'une autre ? Mais en fait, on peut pas vraiment savoir. C'est pour ça aussi qu'il existe des méta-analyses, à savoir des grandes études qui vont regrouper plusieurs études qui sont plusieurs fois citées et qui ont une certaine crédibilité dans le monde scientifique pour essayer d'en sortir de grandes tendances. Mais il est tout à fait possible de trouver tout et son contraire. Malheureusement, c'est ça qui rend les choses très compliquées. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage toujours bien sûr à lire plusieurs ouvrages d'auteurs différents, à recouper vos sources si vous cherchez quelque chose de particulier, mais surtout, je vous encourage à tester. Si vous testez quelque chose pendant 1 mois par rapport à votre sommeil, ou même pendant 15 jours, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir si c'est bien pour vous. Vous allez voir si ça résonne en vous. Et si c'est pas le cas, il sera toujours temps de tester autre chose. En fait, votre pire ennemi, c'est l'inaction. C'est le fait juste d'écouter qu'on vous dise des choses, donc que ce soit moi sur le podcast ou que ce soit votre voisin ou votre collègue ou votre belle-mère, et juste d'écouter et de se dire ah ouais, faudrait que je fasse ça, ou allez, ça a l'air vrai ou ça a l'air faux. En fait, il faut juste tester. Donc Monsieur B, du coup, pour répondre à la question, en fait, remettez en cause ce que je vous dis. Prenez ce que je vous dis peut-être comme point de départ, comme une certaine référence en vous disant peut-être que, et vous testez pour vous et vous voyez. Après, testez sur 3 jours, par exemple, si on parle de méditation, je vous vante les bienfaits de la méditation, de la cohérence cardiaque. Si par exemple vous essayez pendant une demi-journée ou 3 jours, clairement vous n'aurez pas les bienfaits. C'est pour ça que je vous dis, il faut que ça dure dans le temps. Mais il y a beaucoup de choses qui, déjà en 1 semaine, 15 jours, vont apporter leurs bienfaits, vont porter leurs fruits, et ça, vous allez vous en apercevoir tout de suite. Ou pas. Voilà. Et puis après, si vous vous rendez compte que ce que je vous dis, à chaque fois ça vous correspond et que ça vous parle à 100% des cas, c'est tant mieux. Et puis, pour ceux à qui ça parle pas, voilà, ils sont probablement pas en train de m'écouter aujourd'hui. Mais voilà, du coup, question intéressante. Alors, pour ne pas vous faire un podcast qui soit non plus trop long, je vais répondre à une dernière question, à 2 dernières questions, mais du coup qui sont sur la même thématique. À savoir, la lumière des écrans de télé est-elle comme la lumière de l'ordinateur ? Donc ça, c'était Walid qui me demandait ça. Et Florence qui m'a aussi envoyé un mail en me disant « Est-ce que si on met un filtre jaune sur l'écran de l'ordinateur, est-ce que c'est bon ?» Alors, ce sont 2 questions du coup que je vais essayer auxquelles je vais essayer de répondre là en même temps. La question des écrans, effectivement, elle est double. Alors, il y a cette histoire de lumière bleue. D'ailleurs, j'avais fait une newsletter sur le sujet. Il faut que je vous la sorte en article pour ceux qui seraient intéressés, en étoffant un petit peu ce que j'avais pu vous dire. Mais effectivement, il y a cette histoire de lumière bleue qui fait que quand on regarde un écran, et la lumière bleue qui en sort, ça envoie le message à votre cerveau qu'il est 14h et que vous êtes dehors. Voilà. Parce que c'est une lumière qui est très intense, qui se rapproche du spectre lumineux du soleil, qui est notre lumière naturelle qui nous synchronise au niveau de l'horloge biologique interne. Donc forcément, ça envoie des messages très contradictoires. Si on est devant son écran de 21h à minuit, on a à la fois la charge, la pression de sommeil de toute la journée, et en même temps,
on a une baisse du cortisol, on a une baisse de la température justement pour induire la nuit, en fait, la plage de sommeil. Mais en même temps, on n'a pas de production de mélatonine parce que pour nous, il fait jour, en fait. Et ça, c'est complètement chimique, on n'y peut rien. Donc, il y a cet envoi de messages opposés qu'on fait au niveau de notre cerveau et qui nuit à notre sommeil. Maintenant, effectivement, on peut atténuer la lumière bleue, soit avec des lunettes jaunes, soit carrément sur les ordinateurs ou sur les téléphones ou sur les tablettes, il y a des modes aussi. Alors déjà, il y a les modes sombres qui fait que vous avez tout le fond qui est en noir, plutôt que ce soit blanc, donc c'est l'écriture blanche sur un fond noir. Et ensuite, vous avez un espèce de filtre jaune qui s'applique. Donc ça, vous pouvez le programmer, hein. Vous pouvez mettre par exemple de 21h à 7h du matin, vous avez ce filtre jaune-là qui vous protège de cette lumière bleue. Mais, cela dit, et du coup là je reviens sur la question de Florence, de Walid, pardon. L'ensemble des écrans, mais aussi l'ensemble des lumières, si votre lumière, votre plafonnier, il a une lumière assez vive, que c'est pas une petite lumière de chevet ou une veilleuse, l'ensemble des lumières a quand même un impact sur la production de mélatonine. Ça la coupe pas complètement, mais ça peut en réduire la quantité. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire des pas en arrière de 3000 ans en arrière. On va pas vivre dans le noir à partir de 21h. C'est très compliqué. Voilà, faut quand même, malheureusement, on est dans une époque où il y a énormément de lumière, il faut quand même vivre avec son temps. Regarder la télévision le soir de 21h à 22h, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? La télévision, c'est un écran qui est déjà plus loin de vos yeux, qui, effectivement, il n'y a pas cette lumière bleue très très intense. Donc pourquoi pas, faut tester, peut-être que pour vous, ça va aller. Pour certaines personnes, il faudra vraiment couper les lumières le plus possible, ou vraiment que ce soit très très atténué, à partir de 21h pour que ça puisse induire le sommeil. Donc là, c'est pareil, il faut tester. Maintenant, la deuxième question derrière ça, c'est la stimulation engendrée par les écrans. Et ça, c'est encore un autre problème, autre que juste la luminosité. La stimulation d'un film, de la télévision, d'une série télé, n'importe, ou la stimulation d'être sur son ordinateur, sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, ça c'est une stimulation qui n'est pas propice au sommeil. Donc il y a un autre enjeu derrière, si vous voulez. Quand on est devant les écrans, on n'est pas connecté à ses sensations, à son corps, on n'est pas connecté à ne serait-ce que les sensations de somnolence finalement. Et puis, on ne fait pas ce travail de détente que peut induire par exemple la méditation, les étirements, la marche douce, les exercices de respiration, etc., qui permettent d'accepter finalement, d'accueillir la fatigue qu'on peut avoir en soi, le stress qu'on a pu accumuler dans la journée, et de faire sortir tout ça pour le sommeil, pour que le sommeil arrive mieux et arrive plus longtemps. Donc j'espère que ça répond à ces deux dernières questions. Et puis voilà, que ça vous parle, en tout cas ce sont des pistes de réflexion pour vous. Ah oui, il y avait une autre question. Ah oui, je voulais à tout prix répondre à celle-ci aussi. Question de Samuel qui me dit Aurélie, j'écoute vos podcasts depuis fin septembre, je les trouve très intéressants. Merci déjà Samuel. Mais par contre, je n'arrive pas à passer à l'action. Que me conseilleriez-vous pour démarrer et ne pas m'arrêter au bout d'une semaine ? Donc la problématique de savoir par quoi commencer, elle est fondamentale. Alors j'ai fait effectivement un épisode complet dessus, donc Samuel, je pense que tu l'as écouté. Après, derrière ta question, j'entends peut-être aussi, pas forcément le côté pratico-pratique, mais le côté motivation. Comment faire le premier pas finalement, comment passer d'un état où je me dis qu'il faut faire les choses, mais je suis crevée et en fait, je le fais pas, tout simplement. Il y a deux choses pour répondre à cette question. La première, ça va être de vous dire que quand vous êtes dans cette situation-là, vous vivez en permanence dans la culpabilité. Parce que finalement, vous savez ce que vous devriez faire et vous ne le faites pas. Donc, il y a cette opposition de volonté et de fait qui engendre de la frustration, de la culpabilité, et finalement qui fait perdre confiance en soi, mais qui fait perdre aussi un peu d'estime de soi. Donc parfois, vraiment se forcer
même si c'est pas naturel, mais s'obliger à faire un pas en avant permet de sortir de ça. Et après, peu importe ce qui se passe, même si vous n'arrivez pas à mettre énormément de choses en place, vous avez quand même fait ce premier pas. La deuxième chose aussi, c'est ça va être l'enjeu de dire en fait, j'ai pas envie de commencer parce que je sais que je vais pas tenir dans le temps et du coup j'aurais fait des efforts pour rien. Les efforts, vous les aurez jamais fait pour rien. Jamais, jamais. Tout ce qui est pris est pris. Et d'ailleurs, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un épisode flash, il me semble. Tout ce que vous avez fait comme pas en avant, ils sont acquis. Vous n'allez pas revenir en arrière. Donc, il faut vraiment partir de ce point de vue-là en vous disant, ça durera le temps que ça dure. Mais au moins, ce qui est pris est pris. Et en plus de ça, à partir du moment où vous êtes sur des rails, c'est beaucoup plus facile d'avancer et de rester sur les rails. Ensuite, il y a la question, donc finalement il n'y a pas 2 éléments, il y en a 3, il y a la question de l'énergie, de vouloir faire tout ça, de ne pas avoir l'énergie pour le faire. Et ça vraiment je comprends 1000 fois, c'est la problématique de toutes les personnes qui souffrent d'insomnie chronique, même pas que par rapport au sommeil d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, vouloir faire des choses et de ne pas avoir la force, l'énergie. Moi ce que je vous conseillerais, c'est déjà d'essayer de récupérer un maximum d'énergie avant de vouloir tout changer dans votre quotidien. Alors je m'explique. Ça peut être par exemple prendre simplement une semaine de vacances. Vous prenez une semaine, 10 jours de vacances et vous vous accordez énormément de temps de repos. Peu importe quand est-ce que vous dormez, peu importe si vous êtes tout décalé, peu importe ce qui se passe, mais vous essayez d'éponger un petit peu toute cette dette de sommeil. Et à partir du moment où ça c'est un tout petit peu fait, vous avez pu dormir un petit peu, tout de suite après vous commencez à mettre en place des choses et à vous faire un cadre pour votre sommeil. Ça peut être aussi ponctuellement faire une cure de plantes par exemple. Donc il y a certaines plantes qui sont très favorables au sommeil, ça peut être intéressant pendant 3 semaines, 1 mois de se faire une cure comme ça. Donc moi ce que je trouve intéressant derrière ça, c'est que ce genre de petit coup de pouce ne soit pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on se dise pas je fais une cure et cette cure va me permettre de sortir de l'insomnie. Ou alors je fais cette cure, je vais mieux, mais après je reprends toutes les mêmes habitudes que j'avais avant. Non, parce que du coup vous aurez les mêmes résultats que vous aviez avant. Mais par contre ça peut vraiment aider à faire un genre de transition. Vous faites la cure, vous vous sentez mieux, et parce que vous vous sentez mieux, vous utilisez cette énergie non pas pour faire 1 milliard d'autres choses, mais vous utilisez cette énergie pour mettre en place des choses et sortir durablement et naturellement de l'insomnie. Et si vous n'avez pas ces 2 possibilités-là, l'idée ça va être d'incrémenter des toutes petites choses dans votre quotidien pour faire des tout petits pas mais qui seront quand même des pas. Donc ça peut être quelque chose de tout bête, mais ça peut être juste faire 5 minutes de respiration profonde par jour. Juste ça. Ça c'est pas quelque chose qui va vous demander un effort énorme, mais au moins vous avez fait un pas. Donc déjà c'est très gratifiant pour vous, et en plus ça va vous amener vers un autre pas, etc. etc. Voilà, j'espère que ça répond à la grande question de comment on commence, comment on trouve l'énergie pour commencer finalement, comment on arrête de rester dans l'inaction. Voilà pour l'ensemble des questions que vous m'avez posées, je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit, je vous remercie de tous les partages que vous m'avez faits. Alors je vous ai pas tous lus, mais c'est vrai que je voudrais pas faire un épisode trop à rallonge, mais en tout cas, c'est toujours avec plaisir que je peux échanger avec chacun d'entre vous. N'oubliez pas que la semaine prochaine, je vous retrouve pour le dernier interview de l'année, un interview super intéressant avec Madame J, qui est psychologue et qui est aussi créatrice du podcast Le Comptoir de la Psychologie. Si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil à son podcast avant la semaine prochaine, faites-vous plaisir. Et puis sinon, vous allez la découvrir avec moi vendredi prochain. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup, à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo, et sinon à vendredi pour le prochain épisode.
Et d'ici là, prenez bien soin de vous.